Bonjour Clément Bonjour Julie. et bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue pour un nouveau podcast. Cette fois, nous avons eu envie d'aborder, Clément, le thème du savoir et de la connaissance. Alors, c'est parfois deux termes qu'on utilise de façon impropre, on va dire, puisqu'on a tendance un peu à ne plus trop bien discerner ce qu'est savoir de connaissance, et puis on les interchange Oui, facilement. Et pourtant, ce sont deux termes qui expriment des choses bien différentes. Et ce sujet nous intéresse puisque à l'heure actuelle, à cette époque que nous vivons, une époque formidable, comme diraient certains, où le savoir, en tout cas l'information, est disponible sur beaucoup de niveaux, rapidement. rapidement, de façon plutôt simple, en grande quantité, Oui, en telle quantité qu'on a même du mal à savoir aujourd'hui ce qui est faux de ce qui est vrai, je oui, dirais. Donc où il y a quand même une grande confusion par rapport à toute cette information. Eh bien on se retrouve dans des situations où on peut l'observer d'ailleurs chez les jeunes générations. mm, On en est à se demander à quoi bon engranger autant d'informations, autant de savoir, comme il était plutôt de coutume de le faire dans le passé, parmi une certaine élite, je dirais, oui, pour laquelle le savoir était aussi synonyme de pouvoir. oui. Même aussi dans Donc, les milieux ruraux, hein, oui, tout à fait, ouais. puisqu'on ne partageait pas si facilement certaines prières de guérison, ou la localisation des sources, des recettes de cuisine ou des méthodes de jardinage. C'était tenu secret pour maintenir voilà, un savoir-faire et se différencier, se démarquer et du coup avoir sa clientèle, avoir comme ça obtenir finalement un gain sur l'extérieur, sur les autres, sur la communauté, Mhm. un bénéfice. Oui, tout à fait. Alors, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de comprendre un peu à la fois comment l'humain eh bien, se dépatouille avec ce qui est du domaine du savoir et de la connaissance, ce qu'il en fait, la conscience aussi qu'il met dans voilà l'utilisation, je dirais, qu'il fait de son mental, de Oui, son cerveau, soit en tant qu'organe capable d'emmagasiner, de conserver secrètement ou de disposer d'informations que les autres n'ont pas, voilà, pour son pour propre son bénéfice. bénéfice, ou à l'inverse d'utiliser eh bien cet organe qui reste très mystérieux quand même aujourd'hui, à des fins plutôt de connexion Oui, avec une, euh, une connaissance, donc une connaissance qui est finalement qui serait accessible à tous à partir du moment où on se mettrait dans des dispositions en fait pour recevoir de l'information. réception, un cerveau qui serait un peu comme un récepteur radio qui Oui, capterait en fait une forme d'information beaucoup plus universelle, oui, beaucoup moins du coup délimité par par la vie humaine, par les concepts humains, mm, et qui permettrait en fait, bien tout simplement par l'intuition, ce qu'on pourrait l'appeler l'intuition oui, aussi, d'avoir accès à une source finalement infinie de données de données, de connaissances. qui pourraient être mises au service Mhm, de l'évolution et donc à la contribution de toute l'espèce humaine et ça pourrait évidemment faire face, en tout cas relever les défis qui sont aujourd'hui les nôtres et avoir des propositions à travers ces découvertes tout à fait novatrices pour générer de nouveaux procédés d'ingénierie ou même façon de, je dirais, d'entrer en relation les uns avec les autres. mhm. Hein. Voilà. Alors pour commencer, du coup, qu'est-ce que justement ce savoir dont on parle? Comment on pourrait le définir rapidement et... Ben, le savoir, c'est voir ça, c'est-à-dire observer une expérience, observer des faits, observer des mécanismes de cause à effet, et en déduire des choses qu'ensuite on traduit dans diverses disciplines, que ce soit la biologie, la physique, l'horologie, voilà, ça a des applications diverses, hein, en mécanique, en industrie, en santé, en éducation. Et donc, on a comme ça observé
depuis des siècles et des siècles la façon dont se développe par exemple une espèce animale, et on sait tout de la façon dont elle se comporte, dont elle se nourrit, dont elle se développe, dont elle vit, etc. Ça, c'est une grande source d'information qui, à un moment donné, nous a été utile, mais qui, je pense, aujourd'hui, il faut dépasser, puisque toutes ces informations, finalement, ne font que venir encombrer le disque dur qu'est notre cerveau. Et lorsqu'on le sait très bien, dans un ordinateur, on vient saturer la mémoire de stockage, en fait, la mémoire vive, elle rétrécit, et on n'a plus cette capacité à finalement avoir son propre raisonnement, donc sa capacité à remettre en cause ce qui nous est proposé comme information, et aussi justement, parce que la mémoire est saturée, cette facilité, comme tu le rappelais en introduction, à se relier, à se connecter au champ quantique, c'est-à-dire au champ des possibles, et donc à cette totalité d'informations qui nous vient de l'espace et qui nous vient aussi du futur, pour pouvoir comme ça faire des découvertes et évoluer dans tous les domaines de l'existence. Et puis aussi, on n'a plus la capacité non plus de vivre l'instant comme un instant neuf à chaque fois. Je pense beaucoup à toutes ces informations qu'on a sur l'histoire, par exemple, hein, qui nous ont été inculquées d'une certaine manière à l'école, dans le but de mieux connaître l'histoire pour ne pas réitérer les erreurs du passé, qui font que on est conditionné à être enfermé dans des modèles en fait de réaction, je dirais, de l'histoire, voilà, et qui font qu'on a aussi du mal à voir l'existence comme, disons un présent neuf à chaque instant. Oui, un présent éternel qui n'a de cesse que de se renouveler sans cesse. Et on est là dans des prêts-à-penser avec des schémas réactionnels sur certains mots, parce que effectivement, très jeune, au niveau collectif, on nous a appris que ça c'était mal, ou que ça c'était terrible, etc. Alors ça veut pas dire que les atrocités de l'histoire sont fausses, etc. Mais je crois que chargées de tout le panel émotionnel dont elles sont composées, elles viennent en fait nous empêcher de vivre, comme tu le disais, cet instant présent. Et il y a souvent une phrase qui revient, qui dit « il vaut mieux prévenir que guérir ». Bien, cette phrase, moi, je voudrais qu'on l'examine de près, puisque lorsqu'on prévient, en fait, quelqu'un d'un danger, ou de ce qui va advenir, on le fait focaliser, donc on le met dans une situation d'alerte, on stimule en lui des hormones du stress, de la peur, et donc la probabilité, vous le savez tous, pour que la chose se produise, s'accroît. Alors ça ne veut pas dire que il faut pas effectivement considérer qu'il y a des choses où on se met en insécurité, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller se jeter d'en haut d'un immeuble pour voir si c'est dangereux ou pas dangereux. Mais à partir du moment où on prévient, ça veut dire qu'on met toute son attention sur ce qui est dangereux. Et on sait très bien que la peur n'évite pas le danger, ça c'est sûr. Et on sait aussi surtout que c'est justement parce qu'on guérirait nos blessures du passé, qui sont là donc depuis des générations et des générations dans nos cellules, qui sont donc tout l'héritage transgénérationnel de toutes ces guerres, de tous ces heurts, de tous ces conflits du passé et de toutes les abominations que l'humanité a subies. Lorsque on se départit de ces charges, eh bien c'est là que le passé et que l'histoire ne se répètent pas. Donc en réalité, il vaut mieux guérir que prévenir, parce que prévenir remet finalement le passé dans le présent, on le ramène dans le présent par la stimulation de la peur, et donc on crée des situations qui font converger finalement l'être humain vers cet entonnoir et donc vers la possibilité que l'événement se reproduise, donc l'événement passé, et lorsqu'on guérit, eh bien l'événement est dissous en soi, donc il est devenu neutre, on n'a plus d'appréhension, d'anxiété, d'angoisse, de peur associée à tous ces événements du passé, qu'ils soient de notre propre vécu ou du passé collectif, et à ce moment-là, il n'y a aucune raison que sous l'effet de l'injonction de quelqu'un qui nous dirait « attention », si on considère que là, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, eh bien, l'événement se produise. Parce qu'on est tous d'accord pour reconnaître et dire que le nombre de fois que l'on s'inquiète sans raison, par peur que quelque chose surgisse, eh bien, c'est des dizaines, voire des centaines, selon les personnes, de fois par jour.